Au début du XIXe siècle, l'Algérie était par son trafic méditerranéen, l'un des pays des plus civilisés de l'Empire ottoman. Le taux d'analphabétisme était au plus bas. Elle comptait seulement 20% d'analphabètes, ce qui voulait dire que 80% d'Algériens savaient lire et écrire, et contrairement à la France, qui à cette date, comptait plus de 40% d'analphabètes. Mais, au fur et à mesure que la colonisation avançait en terre d'islam, la France colonisatrice dénaturait par ses crimes l'appartenance de cette terre. La langue savante arabe perdait de l'espace linguistique, pour cause d'actes génocidaires, qui a considérablement réduit la composante humaine algérienne, en comptant parmi ses victimes, les doctes, les oulémas et les lettrés algériens au pluriel. Devant cette perdition sanglante qui a profondément endeuillé l'Algérie, les effectifs scolaires de la scolastique algérienne sont tombés presque en désuétude. C'était une aubaine qui faisait profiter aux nouveaux conquérants des espaces à la fois linguistiques et fonciers. Un proverbe arabe dit « Les derniers arrivés sont d'ONC les premiers servis », allusion faite à la France qui s'appropriait les terres arabes avec son potentiel de barbarisme d'autrefois. La France bâtissait d'ONC sa nouvelle église coloniale et s'installa avec sa société de colons civils sous la bonne garde de l'armée. Les plaines de Mitidja et de Stawali se transformèrent en des fermes modèles de colonisation. En effet, l'armée française triompha sur la rive algérienne en réquisitionnant l'armement, les bâtiments du Dey et les édifices du Bellica. Une situation qui était conséquente et lourde à digérer par les Algériens. Le peuple, cette fois en l'absence de régence turque, se souleva en brandissant son nouvel étendard. Mais, la plupart d'entre eux étaient des fellahs, des paysans sans terre ou des artisans. Ils n'étaient pas experts en arts martiaux mais simplement des cavaliers ou des guerriers de circonstance. Ils s'attroupèrent avec le cœur en poupe, et ils défendirent avec courage, dignité et bravoure leur patrie. Tout en étant mal organisés et mal préparés, ils ouvrirent des poches de résistance qui ont marqué leur effet dans les terroirs de filiation. Ils étaient valeureux au combat et intrépides avec l'adversaire. Ils guerroyaient en suivant cette stratégie, assénaient vite l'ennemi par des pertes et fuyaient l'instant après, pour se dissoudre dans la nature. Une stratégie proprement employée par l'émir Abdelkader dans ses affrontements. Les Européens, à travers leur fameuse mission civilisatrice, apportent l'éducation, notamment pour les jeunes filles. Mais l'école ne concerne qu'une petite minorité d'indigènes, seuls 2% d'entre eux sont scolarisés contre plus de 80% des enfants européens. Les inégalités entre les deux groupes sont évidemment très importantes. On l'a vu avec l'école, même chose pour la possession des terres de plus en plus européennes au début du XXe siècle. Les colons dominent socialement et économiquement les autochtones. Cela se ressent particulièrement avec le code de l'indigénat, un ensemble de règles et de sanctions spécialement destinées aux indigènes. Mais la révolte d'Abdelkader pendant la conquête n'a pas été totalement vaine. La résistance continue d'exister parmi les indigènes. L'histoire de l'émir Abdelkader reste une histoire mystérieuse et méconnue. J'ai porté les armes toute ma vie. Que les desseins de la Providence sont mystérieux. Ce ne fut que par un concours tout à fait imprévu de circonstances que je me trouvai soudain jeté hors de la carrière à laquelle tout me destinait. Ma naissance, mon éducation, mes préférences. Il prit la tête de la résistance à la conquête de l'Algérie par la France de 1832 à 1847. Un homme universel et pour d'autres, un homme habité par la présence du divin. Un homme jamais vaincu, même prisonnier. Un résistant, un homme positif, un grand savant littéraire. Un saint parmi les princes, un prince parmi les saints. Un homme calme, pondéré, aimable, affable, modeste et saint. L'émir Abdelkader est le symbole même de la lutte et de la résistance. Un redoutable chef de guerre. Le pouvoir lui succéda en 1832 à la domination turque dans l'ouest algérien. Un résistant, un homme positif, un grand savant littéraire. Constitua le plus redoutable adversaire de la conquête française. Son projet d'établir un État musulman et de nationalité arabe ne pouvait en effet se concilier avec la politique des colonisateurs. Après plusieurs années d'affrontements interrompus par deux vaines tentatives de compromis, un conflit inexpiable éclata en 1839 et ne se termina qu'en 1847. L'émir fut d'abord un remarquable entraîneur d'hommes, capable de mener sans se décourager, en l'absence de tout appui de l'extérieur, une guerre de plus en plus désespérée. Maître de la guerre de partisans, il sut imaginer des plans remarquables
qui permettait de le considérer comme un véritable stratège. Fidèle à une lecture généreuse et intelligente du message coranique, il s'imposa aussi par son humanité et son courage. نروح للصحراء. ما بقى وقت. راهم يجيو يخربوا بيوتنا ونسانا وولادنا واللي بقى لنا من المجاهدين. ما بقى لنا غير الاستسلام. انتم شاهدين قدام الله باللي عملت في قضيتنا كل ما كان بجهدي. روح قل لولد الملك راني قابل نستسلم. بالشرط ياخذني انا وناسي الارض مسلمه. Après 15 ans de combats acharnés face à l'ennemi, l'émir Abdelkader s'essouffle dans sa dernière bataille. Totalement cerclé, se rend à l'évidence et décide de se rendre à l'ennemi le 23 décembre 1847 au duc d'Oman. En signe de soumission, il offrit son dernier cheval. Ouvrez le banc! أنا عبد القادر ابن مهدي الدين. Moi, Abdelkader, combattant au nom de l'islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, j'ai attendu l'heure fixée par Allah. Mon étoile s'est éteinte dans le ciel d'Afrique. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, ne m'a pas accordé la victoire. Il a voulu que les Français s'emparent de ces terres et j'obéis à sa volonté. Toi qui m'as vaincu, tu es le seul à qui je peux confier ces armes avec lesquelles je t'ai combattu loyalement pendant 15 ans. Je n'en aurai plus besoin. Je vais consacrer le reste de ma vie à Dieu. La résistance de Zahad Shah, dirigée par Shir Bouzien, est parmi les révoltes les plus importantes et influentes contre le colonialisme français. Le siège s'est déroulé du 16 juillet au 26 novembre 1849 dans la région des Ibans, dans l'oasis de Zahad Shah, 35 km de Biskra. Shir Bouzien s'installe à Zahad Shah avec sa femme, sa fille et ses 2 fils. C'était un homme très influent et riche. Ancien shir de Zahad Shah, sous l'autorité des khalifats de l'émir Abdelkader, son successeur sera Shir Ali Ben Azoub. Shir Bouzien fut preuve de bravoure dans la défense de la ville. Il était non seulement un homme courageux et brave, mais il était également un homme très intelligent avec un fort caractère. Le 18 mai 1849, l'officier adjoint au bureau arabe, Joseph Adrien Serroca, tente d'apaiser la population, mais il comprit la gravité de la situation et il demanda des renforts. En se rapprochant de Zahad Shah et voyant la révolte grandir d'heure en heure, il décida d'enlever Shir Bouzien avant qu'il ne soulève toute la population. L'officier Serroca entra dans Zahad Shah avec quelques hommes et capturèrent Shir Bouzien. Les habitants l'arrachèrent des mains des soldats français et leur intervention tourna rapidement à l'émeute. Toutes les oasis du Zabdahraoui, dont Zahad Shah fait partie, se soulèvent. L'officier français Serroca s'échappe de justesse de Zahad Shah. Le colonel Karbutia, commandant de la subdivision de Betna, apprit les événements et le soulèvement des Ibans. Il prit la route en direction de Zahad Shah. Le 17 juillet 1849, il arrive avec le 1er bataillon de la Légion étrangère et le 3e bataillon d'infanterie légère d'Afrique, devant Zahad Shah avec environ 900 hommes. Shir Bouzien l'attendait avec environ 600 guerriers. Désobéissant aux ordres donnés par le général Émile Herbillon, il engagea le combat. Mais ils furent surpris par l'architecture du village et par la résistance des hommes de Shir Bouzien. En effet, le village est cerné de murailles et de fossés de 7 mètres de largeur et de 3 mètres de profondeur. Les Français réaliseront bien tard que la configuration du terrain rend toute intervention militaire difficile. La révolte qui s'était propagée jusque dans les provinces d'Alger et d'Oran.
Chir Bouziane dirigeait lui-même les guerriers algériens secondés par Si Moussa Ben Hassan El-Medani Darqawi, son lieutenant. Il avait fait des approvisionnements considérables. D'après les rumeurs, il allait jusqu'à confectionner des balles avec des noyaux de dattes entourés de feuilles de plomb afin d'économiser les munitions. Le 7 octobre 1849, au matin, le général Herbillon et ses 4000 hommes arrivèrent aux portes de l'oasis de Zaatcha. Le camp français fut établi au nord de l'oasis, étant ainsi hors de portée des balles de l'ennemi. Pendant que l'installation se fait sous la surveillance du colonel Borel de Brétizel, chef d'état-major du général Herbillon, le colonel Karbutia forme une petite troupe de soldats afin de s'emparer de la Zaouïa, des maisons ainsi que d'une fontaine voisine nécessaire. Les Arabes étaient acculés, à battre en retraite devant cette puissance de feu du joug colonial. L'émir Abdelkader a été réduit à signer une réédition en 1849. Bouziane, derrière les remparts de Zaatcha, combattit ses ennemis jusqu'à son dernier souffle. Boumezrag, en 1871, combattit l'armée française qui venait de perdre l'Alsace et la Lorraine et voulait implanter les anciens de Sedan. Depuis la Seconde République de février 1948, les provinces algériennes habitées par des colons et des militaires français sont considérées comme une extension du territoire français où c'est la loi française qui est en vigueur. Donc, du point de vue français, on est en France. Mais on est en fait en situation coloniale. Mais quel est alors le contexte à cette époque-là? Alors, le contexte, c'est que juste après la proclamation de la Deuxième République en 1848, 1851, il y a le coup d'État de Napoléon qui instaure l'Empire. Et alors là, l'Empire, paradoxalement, va constituer un apaisement de la colonisation, et Napoléon va créer les bureaux arabes qui sont des militaires installés dans la campagne pour arrêter la voracité des colons qui cherchaient à exproprier toujours plus de paysans algériens et à les réduire à Kia. Donc les colons vont être des républicains contre l'Empire, parce que cet empire les empêchait de coloniser en rond, d'autant plus que Napoléon III disait qu'il était l'empereur des Français et des Arabes et qu'il considérait l'Algérie comme un royaume arabe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Napoléon III est défait à Sedan contre l'Allemagne, le 2 septembre, le 4 septembre, la République est proclamée. Et du coup, les bureaux arabes disparaissent, les paysans algériens sont privés de la protection qu'ils avaient, et surtout les notables algériens comme un certain El Mokrani, qui eux étaient l'intermédiaire entre l'autorité française militaire et leur population, donc ils avaient un prestige, un pouvoir et un charisme, ceux-là sont immédiatement congédiés et réduits à rien par la République. Du coup, la voracité colonisatrice des colons augmente, paradoxalement, dans la République. Et c'est la raison de la colère. Et c'est la raison qui pousse un de ces notables, El Mokrani, de proclamer le 16 mars l'entrée en guerre contre la colonisation française. Il est aussitôt rejoint par son frère et par des confréries religieuses qui déclarent le djihad sur tout le territoire. Alors, la guerre est évidemment oppose des paysans. C'est une jacquerie, c'est-à-dire une révolte spontanée de gens qui sont poussés à bout, qui sont affamés contre une armée moderne. À ce moment-là, la France a un empire qui va de la Nouvelle-Calédonie aux Caraïbes. Donc c'est un pays moderne, c'est un des pays les plus modernes. Donc c'est des soldats encadrés qui disposent d'un service de renseignement, d'une logistique, d'usines d'armement, alors que côté algérien, il n'y a aucune organisation, aucun état-major, aucune coordination nationale. Donc le combat était perdu d'avance. Et effectivement, le fin janvier 1872, les leaders de la révolte algérienne, ceux qui ont survécu, se rendent à l'autorité française. Et là... Quel est le prix de cette défaite? Il est terrible. D'abord, le séquestre, c'est une amende financière colossale et assortie d'une expropriation foncière de 450 000 hectares. 450 000 hectares, ça équivaut à la totalité des possessions françaises de Tahiti jusqu'aux Antilles. C'est une expropriation des meilleures terres qui va détruire
la paysannerie algérienne, dont elle ne s'est pas relevée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, une autre partie des leaders, eux, ont été condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie, où ils vont trouver les communards, des leaders des communards, dont Louise Michel. Ils vont se trouver ensemble dans l'île des Pins, c'est une île au large de la Nouvelle-Calédonie, où ils vont sympathiser. Lors d'une lecture de l'ouvrage de Louis Rine sur le procès de Constantine, dont ont été traduits en jugement les insurgés de 1871, l'ouvrage rapporte alors les paroles de Bouchoucha, qui fut un des compagnons de Mokrani. Monsieur Bouchoucha interrogea le parquet, « Si la France vous remettrait à la vie civile et en homme libre, oseriez-vous reprendre les armes contre la France ?» Et Bouchoucha répondit, « Oh, monsieur le procureur, ne commettez pas cette erreur. » Le verdict de la condamnation tomba raide. Et Bouchoucha fut immédiatement présenté au peloton d'exécution par ce même tribunal. Un simulacre de procès qui condamna à mort l'accusé. Les Ouled Sidi Cheikh en 1864 s'insurgèrent contre la France, puis un second soulèvement éclata en 1880 par Bouamama qui combattit la France coloniale qui venait d'étendre ses colonies sur les hauts plateaux de l'Ouest algérien. Il guerroya jusqu'à épuisement, puis il partit rejoindre les troupes d'Abdelkrim El Attabi sur le rive du Maroc. Comme l'a si nettement exprimé le gouverneur général, M. Albert Révy, l'ère des insurrections est close. Le tel est à nous, nous en sommes les maîtres. Kiout sera l'un des premiers bastions qui nous permettra de contrôler cet important lieu de passage entre les tribus marocaines où se trouvent encore Sikadour et les Ouled Sidi Cheikh Garaba. Une mission de reconnaissance sera envoyée dès que possible. À propos des Ouled Sidi Cheikh, avec qui nous avons ici souvent à en découdre dans un passé récent, et dont la présence menaçante ne cesse encore de se faire sentir sournoisement sur nos frontières. Certains rapports, qui me sont parvenus par notre fidèle allié le Bachagat Frenda, font état d'une certaine agitation fébrile dans les tribus des Monceaux. Bouamama en serait l'instigateur. Je suis pas loin de penser que ces activités occultes ont pour origine et centre Zazaouia de Mohar, dont le rayonnement grandissant menace déjà de s'étendre jusqu'au tel même. Alors, général? Mon général, je vous ai informé qu'à Mograr, Bouamama possède un important magasin d'armement. Il fabrique sur place la poudre, et en grande quantité. Les populations, malgré notre interdiction, continuent à lui faire acte d'allégeance. Ses émissaires parcourent toujours les tribus, les incitant à la révolte et à l'insoumission. À mon avis, une action directe et énergique contre Mograr s'impose. De plus, il aurait écrit au sultan du Maroc pour le prier de faire relâcher Sisliman, le chef des Ouled Sidi Cheikh, celui qui a dirigé l'insurrection contre nous en 1864. Ils appartiennent à la même famille maraboutique. Bouamama étant le chef spirituel, veut faire de Sisliman le stratège militaire. Et croyez-moi, ce fameux Sisliman en est bien capable. J'espère que vous n'avez pas la mémoire courte. Sisliman Ben Kadour nous a combattus en 1864, puis il nous fit sa soumission en 1869. Nous l'avons arrêté et envoyé en détention à Ain Temouchent, d'où il a réussi à s'enfuir au Maroc. Heureusement, le sultan de Fès l'a arrêté et mis sous les verrous, sur notre demande. Alors voici. À partir d'aujourd'hui, chasse à tous les hommes de Bouamama. Dès que vous apprenez leur présence quelque part, arrêtez-les. Nous devons constituer un dossier sur Bouamama pour qu'en haut lieu, on comprenne enfin qu'il faut l'attaquer et le neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. Tel, il faut à tout prix ralentir son avancée et l'empêcher de traverser le Chott. Et il faut agir vite. En attendant l'intervention du général Collignon, la situation actuelle nous impose le recours aux forces indigènes, les Goum. Nous possédons, nous autres Français, et cela à un degré supérieur,
Une qualité, qui pourrait être très estimable, ne nous en a pas moins souvent jeté dans de grands embarras. Cette qualité est la confiance. Ainsi, nous prenons le sommeil pour la mort, les baisers, les bouches en cœur, les salam alek de l'ennemi pour de la soumission, voire même pour de l'affection. Les griffes rentrées du tigre pour du velours. Pour nous, là où il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu. Quand le calme est à la surface, la tempête ne saurait être au fond. Et un volcan n'est qu'un volcan qu'autant qu'il expectore sa lave. Nous nous enfonçons notre bonnet de nuit sur les yeux et nous nous endormons sur nos deux oreilles. Et puis un beau jour, le prétendu mort se réveille. L'ennemi charge son fusil entre les dents. Le tigre sort ses griffes. Le feu qui couvait devient incendie. La lave bouillonne, remonte à la surface et le volcan bave ses cendres brûlantes sur nous. Pendant que ces insurrections, l'une après l'autre, ne parvenaient à libérer l'Algérie du joug colonial, l'Algérie devenait de plus en plus conquise mais restait ferme et non soumise. Elle était comme un volcan en sommeil ou une poudrière qui n'attendait qu'une mèche à brûler. Les milliers de captifs musulmans que la France fit, elle récolta plusieurs élites dont les lettrés empruntaient le chemin de l'exil. Les uns allaient vers Damas et les autres vers les prisons de l'exil, comme celle de Nouméa ou la Corse. Durant cette période de conquête, la France prenait ses aises en occupant les terres algériennes et les attribuait aux nouveaux colons. Les tribus restantes, inféodées par le nouvel occupant, voyaient ces attributs initiaux de sa langue devenir inusités ou presque inutiles par l'administration coloniale. La France veillait à réduire la population algérienne au statut d'indigène. Cette langue arabe qui était si savante autrefois dépérissait devant les dispositions de gestion administrative coloniale. La langue du vainqueur s'imposait en langue officielle et les lettrés arabes n'avaient d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil. Les intellectuels arabophones allaient vers les pays de l'Orient. Entre-temps, l'Algérie, en l'absence de ses lettrés et intellectuels, sombrait dans l'illettrisme, l'ignorance et l'analphabétisme. L'appropriation des terres déclassait les populations algériennes vers des terres incultes et l'analphabétisme des enfants prenait de l'ampleur en fonction du déplacement constant des tribus, de leur misère et de leur pauvreté. Ce facteur obscurantiste de l'éducation envahissait l'Algérie et plaidait pour la seule cause justifiable, à savoir, l'éradication du lettrisme arabe et la faire basculer dans le lettrisme de la langue française. En effet, la colonisation n'était pas seulement en quête de gains et de profits économiques mais aussi celui d'occuper le mental algérien. Avec toutes les formes de considération idéologique qui la sous-tendent. La suprématie de la langue française s'imposait à la faveur de l'administration coloniale. Durant ces vagues de colonies de peuplement, l'administration coloniale passa de bureaux arabes aux districts communaux français. Elle créa des établissements scolaires pour les enfants de colonies. Les enfants arabes n'avaient pas accès à ces établissements. La loi de Jules Ferry n'offrait aucun droit aux enfants algériens. Ils étaient classés au statut d'enfants indigènes. Ils ne bénéficiaient d'aucune sorte de formation si ce n'est les maintenir dans l'ignorance et l'illettrisme pour mieux les contrôler et les exploiter. Si la culture de l'écrit arabe fut écartée du chemin de l'administratif colonial, en revanche, la culture orale, au parler divers plébiscitait en faveur du peuple arabe et jouait un rôle vital pour le maintien et l'entretien de la langue arabe. La pensée arabe, rejetée en termes d'héritage, la suprématie de la langue française, elle ne s'était pas avouée pour autant vaincue. Le chemin de la mosquée était, par voie de conséquence, le chemin de la résistance culturelle, le plus approprié. Et, pareil à l'illettrisme du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a par sa performance orale, servi de base pour l'apprentissage du Coran et de support à l'écrit. L'intégration de jeunes enfants arabes à la scolarité française ne voyait son jour qu'avec un pourcentage très réduit, après l'entre-deux-guerres, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il y eut cependant quelques admissions à la scolarité publique en retenant uniquement les enfants des caïds ou des cheikhs de Zaouïa et qui ne s'accompagnaient d'aucune promesse d'emploi. Durant cette période, la scolarité n'était qu'un bonus ou une bienveillance que l'occupant voulait bien leur accorder, à titre de service rendu à la France et jamais en tant que droit légal. La France annonça en 1940, 10% de garçons musulmans fréquentaient l'école moderne, publique ou privée, ce qui laissa penser que 90% demeuraient analphabètes. L'Algérien, bien que lettré par l'apprentissage du Coran, demeurait illettré par les puissances publiques coloniales. Il y eut de longs affrontements culturels. L'administration coloniale finit par imposer sa langue en s'assistant de la dominance du pouvoir et de son joint civil.
Pendant que l'une devenait officielle, l'autre remise au rang d'accessite servait de relais à la traduction. Elle faisait office d'apanage au service des directives françaises. Il fallait attendre les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale et les événements du 8 mars 1945 pour que la métropole française prenne conscience de l'urgence scolaire des enfants algériens. Un plan d'intégration fut mis en œuvre par l'administration coloniale pour intégrer les enfants algériens à la scolarité publique, mais qui n'allait pas au-delà du certificat d'études primaires. Seuls quelques privilégiés assistaient leurs enfants par un enseignement privé pour les voir franchir les BEPC ou les probatoires. Il a fallu attendre, la veille du soulèvement de 1954 pour voir cette langue savante de l'arabe emprunter les chemins de traverse et s'imposer après une lutte acharnée qui s'est perdurée jusqu'à l'indépendance. L'alphabétisation de la langue arabe, enfin libre, avait gagné ses galons après qu'elle obtint son indépendance et procéda à la politisation de la langue arabe. La colonisation n'a permis le développement de la langue arabe qu'après la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'étais au lycée, la langue arabe, c'était véritablement, elle comptait peanuts. Hein. Je me souviens, c'était des cours de cuisine. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me le dire? L'arabe dialectal, ce qu'on appelait l'arabe algérien, etc. C'était véritablement une matière délaissée. Par exemple, le rapport à la langue arabe était très différent au Maroc et en Tunisie qu'en Algérie. En Algérie, on luttait contre la langue arabe. Il n'était pas question de prendre de l'arabe. C'est ça qui, a posteriori, est extraordinaire. C'est qu'on vivait dans un pays donc, de culture forcément arabe, et puis qu'on est passé complètement à côté. Complètement, une ignorance totale. Tout ce que j'ai appris sur la culture arabe, sur l'histoire arabe, etc., c'est en arrivant en France, en faisant mes études. L'arabisation va commencer dans le primaire, à partir des années, la deuxième moitié des années 60, c'est-à-dire à partir des années 66-67. Elle va toucher les lycées au début des années 70. Elle va toucher évidemment au milieu des années 70. Elle va toucher également l'université. Ça a commencé au CP, puis après au CE1, et puis ça montait. Et c'est arrivé jusqu'au CM2. Et j'ai connu ça, moi. Donc pendant que mes élèves faisaient leurs 2 heures d'arabe, moi j'avais une autre classe à qui j'enseignais le français. Et j'avais des pères qui venaient et m'ont dit, moi je veux pas, si elle prend l'arabe, moi je la mets chez les sœurs. Et j'avais dit, mais chez les sœurs aussi, on va faire la même chose. Vous voyez, il y avait beaucoup de papas qui ne voulaient pas que leurs filles apprennent l'arabe. J'étais très engagée pour qu'il y ait une arabisation de l'enseignement, mais tout à fait hostile à ce que ça se fasse au détriment de la qualité. Et donc les enseignants d'arabe qui ont été recrutés, on est allé les chercher dans les écoles coraniques, et puis les enseignants du Moyen-Orient qui sont arrivés massivement dans le système scolaire algérien, et avec lesquels il y a eu parfois une bonne entente, mais le plus souvent des frictions, qui étaient des frictions de méthodologie. Alors, il y avait des chefs d'établissement qui choisissaient, qui préféraient les Syriens ou les Irakiens plutôt que les Égyptiens. Enfin, il y avait toute des stratégies comme ça pour adapter le personnel aux exigences du milieu. Moi, je vis le début de cela à la fac d'Alger. La fac d'Alger, les cours sont en français, mais arrivent des professeurs qui font un enseignement en arabe obligatoire. Et ces professeurs sont souvent de très mauvais enseignants, ils viennent d'Égypte, du Yémen, ils ne sont pas pédagogues. Je ferai 1 an d'arabe, parce que c'était obligatoire. Il ne m'en reste rien parce qu'ils étaient des pas bons professeurs. Mais commence cette arabisation et va suivre évidemment une façon de remettre le religieux au cœur de la vie publique, etc. Et donc on avait commencé à créer une section arabisée à la faculté de droit en 1967. Et lorsque je suis devenu doyen de la faculté de droit, on avait déjà eu un important nombre d'étudiants en langue arabe pour avoir une section un peu autonome, une section arabophone, à côté de la section francophone, qui elle était évidemment très majoritaire à l'époque. Les étudiants francophones représentaient les 3/4, alors que les étudiants de langue arabe ne représentaient même moins d'1/4 des étudiants à la faculté de droit. Mais petit à petit, ça va se renverser. Et à la fin des années 70,
la section arabophone est devenue dominante. Et puis au début des années 80, on a fini par décréter qu'il n'y aura d'enseignement en droit qu'en arabe. Et donc c'est la disparition de la section francophone. Il y a eu des problèmes quand on a débattu de la généralisation de l'arabisation. Pendant un certain temps, on a été arabisé que les disciplines des sciences sociales, c'est-à-dire le droit, l'économie, l'histoire, la sociologie, etc. Tandis que les disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, médecine, etc., continuent en français. Donc on avait effectivement deux catégories de formation qui sont apparues. Et nous avions la querelle, évidemment, de l'arabisation, qui a commencé assez tôt. Elle a commencé déjà à la fin des années 60 et surtout au début des années 70 pour devenir une affaire politique importante au cours des années 70. Et le parti va s'emparer de cela pour faire de la querelle de l'arabisation un moyen d'arriver au pouvoir de cette nouvelle classe d'arabisants qui s'estimaient mis de côté, sous-estimés par leurs collègues francophones. Et donc il va y avoir vraiment une bataille pour la conquête non seulement de la langue, et promouvoir et développer davantage la langue arabe, mais pour tout simplement la conquête des places, la conquête des places administratives, les places politiques. C'est devenu vraiment un enjeu politique important qui a créé de sérieux problèmes en Algérie, c'est-à-dire que l'enseignement a souffert finalement de ce problème de l'arabisation, surtout que l'arabisation n'a pas été au départ bien menée. On n'avait pas suffisamment d'enseignants qualifiés en langue arabe, donc l'enseignement était de médiocre qualité. Il faisait une sorte de complexe vis-à-vis de ceux qui avaient la formation francophone, et cela se traduisait par une accusation: vous ne parlez pas l'arabe, vous maîtrisez le français, mais donc vous n'êtes pas de bons Algériens. C'était un petit peu le débat qui prédominait à l'époque parmi la jeunesse étudiante. C'est une guérilla linguistique qui continue parce que les enjeux politiques ont surdéterminé les débats. Ça continue d'autant plus que, bon, alors ça, je ne sais pas si c'est la psychanalyse qui peut le déterminer, mais le traumatisme des Algériens d'un point de vue linguistique est quand même un traumatisme très profond. Et puis, comme il y avait ce présupposé selon lequel retrouver son identité passait par la reconquête de la langue arabe, donc tout était mesuré à l'aune de cette exigence, en quelque sorte. Moyennant quoi, il s'est développé à la fois chez les enseignants, chez les étudiants, etc., une forme de hiérarchie où les francophones étaient considérés comme mieux armés. Et puis, les arabophones avaient le prestige de l'authenticité que n'avaient pas les francophones. Et donc, il y a eu des luttes de valeurs parfois assez féroces. Un jour, on donne une note au président, donc c'est moi, pour l'informer que le ministre de l'Éducation de l'époque prenait des initiatives qui, sans attendre que le feu vert de la présidence, parce que ce sont des initiatives stratégiques. Il voulait faire reculer le français qui était enseigné en 4e année primaire, en 5e année primaire. Mais c'était le début d'un processus pour faire reculer le français jusqu'à ce qu'il ne soit plus enseigné dans le primaire. Et donc là, on a tiré la sonnette d'alarme. Donc j'ai été chargé par Boudiaf d'aller dire au ministre, il ne faut pas toucher au français avant que l'on ait eu le temps de définir une politique, au niveau du sommet de l'État quand même, en ce qui concerne les langues étrangères. Pas nécessairement le français, mais toutes les langues étrangères, parce qu'il y avait un gros problème d'enseignement des langues étrangères. Et le français était victime